informatique dont l'objectif c'est d'exécuter automatiquement du coup un certain nombre de tâches qui peuvent reproduire ou s'approcher de la reproduction de capacités qui sont historiquement associées à la cognition humaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste un petit peu avant? Il s'est passé que comme l'écrasante majorité des technologies dans l'histoire des systèmes d'information de l'internet actuel, des technologies du web actuel, tout ça a commencé par de l'open source. L'écrasante majorité des moteurs, des systèmes d'IA, qui sont sortis à partir de 2018-2019, ils étaient en code ouvert. Ça veut dire que des communautés entières, mondiales, de développeurs, de chercheurs pouvaient finalement travailler, s'approprier ce code source et le faire évoluer vers de nouveaux produits. Vers des produits qui, une fois qu'ils ont suffisamment de potentiel de commercialisation, ont pu passer, à l'instar de GPT-3, en code privé propriétaire. Certains autres n'ont pas fait ce choix. Aujourd'hui, dans la phase actuelle, vous avez les deux disponibles sur le marché. Parce qu'en fait, je ne vais pas vous l'apprendre, on est depuis plusieurs décennies dans une économie de l'information et dans une économie de l'attention. La métrique ultime, quand vous lancez une application, depuis un bout de temps, c'est le nombre d'utilisateurs actifs que vous êtes capable d'engranger. En fait, là, si vous voulez, c'est le temps. Voilà, le temps mis par chacune des applications présentées à engranger 100 millions d'utilisateurs actifs. Donc vous avez l'impression qu'en fait, le monde entier a utilisé Netflix comme ça. Le monde entier a utilisé ChatGPT comme ça. Pourquoi? Parce que c'était une interface extrêmement facile d'accès pour que tout un chacun puisse finalement faire un petit peu le stade ultime du no-code, c'est-à-dire faire de la programmation en langage naturel sans savoir coder. Point de repère quand même sur l'IA générative. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, les modèles que vous avez auxquels vous avez affaire de la façon la plus courante, c'est des modèles pré-entraînés. Donc, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. C'est Generative Pre-trained Transformers. Voilà, donc ça, c'est ça que ça veut dire le GPT dans ChatGPT. Et en fait, ces modèles, ils sont pré-entraînés sur quoi? Sur ces fameuses big data. Voilà, donc on appelle en bon François des données massives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour se donner une petite idée, on se dit tiens, 500 gigas de texte. En fait, ça fait quand même, quand c'est du texte, ça fait quand même pas mal, ça fait quelques dizaines de volumes d'encyclopédie, écrits en pas très gros. Donc voilà, et ça, c'était juste pour entraîner GPT-3. Donc ça commence à dater un petit peu. Les autres trucs qu'il faut quand même garder en tête, c'est aussi qu'on a un coût d'entraînement. Un coût d'entraînement qui est quand même pas du tout négligeable. Si vous lisez les petites sommes rondelettes qui sont présentées ici, ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est que la moitié de ces sommes sont des dépenses énergétiques. Voilà, donc c'est pour finalement mettre du fuel, mettre de l'essence, enfin en l'occurrence de l'électricité plutôt, dans toutes ces infrastructures qui servent à stocker et à entraîner les modèles. Le dernier truc qu'on ne dit pas forcément, mais qui est pas mal à garder en tête, c'est que ceux qui travaillent dans le web depuis 15-20 ans le savent. On a les travailleurs du web, les travailleurs du clic, et ils sont toujours là avec les intelligences artificielles génératives. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Dans la mise en place de ce type de système, c'est le coût des opérateurs humains qui ont finalement produit des annotations pour valider quoi? La vraisemblance. La vraisemblance, ça veut dire que le produit du logiciel de l'algorithme génératif fasse quelque chose qui ressemble à ce qu'aurait pu produire un humain. Mais la vraisemblance, ce n'est pas la véracité. C'est pour ça qu'il faut vérifier.
C'est pour ça qu'on dit oui, il y a des hallucinations, etc. Bah parce qu'en fait, ce type de programme, il n'est pas fait pour vous dire la vérité, il est juste fait pour générer quelque chose qui a l'air vraisemblable à partir de connaissances d'un corpus donné qui est peut-être pas forcément le vôtre. Non, en fait, elle retient un modèle statistique avec des vecteurs. Principalement, c'est ça. Et en fait, quand vous lui donnez un prompt, vous avez déjà testé le prompt. Ce que vous dites à ChatGPT ou à Gemini ou à ce que vous voulez, quand vous lui donnez une instruction. Et finalement, l'IA, elle se sert de modèles statistiques qu'elle a appris pour, à partir du prompt que vous donnez, vous produire un contenu nouveau. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous utilisez un système de CAPTCHA ? Ça sert pas que à valider la sécurité d'accès, ça sert aussi à entraîner un algo de reconnaissance d'image. Et ouais, voilà, et c'est tout. Après, c'est une tactique qui est plutôt efficace pour s'appuyer sur le feedback utilisateur. Et en plus, maintenant, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que l'auto-ML, du coup, les capacités d'auto-apprentissage sont beaucoup plus accessibles et quasiment standards dans les grands modèles d'IA, que ce soit des LLM, de l'IA générative ou autre. Et donc, finalement, on retrouve de façon pas vraiment surprenante, mais ces tactiques-là, effectivement, d'aller solliciter le feedback du plus grand nombre d'utilisateurs possible, parce que ça représente quand même pas mal d'économies d'échelle, et puis surtout une plus grande représentativité dans l'échantillon à partir duquel on va entraîner les algorithmes. Voilà. Mais bon, l'idée, c'est que nous, on va surtout se concentrer sur à quoi ça peut être utile quand on veut s'en servir, mais c'est très chouette de pouvoir lever le capot. Alors 2-3 petits chiffres quand même, parce qu'il y a des études assez récentes qui sont sorties. Alors bon, on va pas se faire la liste à la Prévert, mais bon, au mois de mars 2024, on a 29% de Français qui n'ont jamais entendu parler de ChatGPT. Alors ça, c'est BP France Le Lab, voilà. Nous apprend, c'est que quand même, à date d'il y a un mois et demi, les IA génératives dans les TPE, PME en particulier, ça reste limité. La majorité des dirigeants qui déclarent l'utiliser, la majorité non, mais c'est même pas une majorité, c'est 15%, quoi. Et dans ces 15%-là qui disent ok, je l'utilise, il y en a 3% qui disent je l'utilise de façon régulière. On est au début de la courbe d'adoption, pas de surprise, mais ça veut dire que pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de soutenir cette adoption-là et finalement d'informer au maximum ces entrepreneurs-là, ces chefs d'entreprise-là, pour qu'ils puissent avoir ces repères de bonnes pratiques d'utilisation afin que ça soit bénéfique au maximum pour leur business. Que même si on a des super spécialistes des sujets cyber dans la salle, si vous le souhaitez, vous en trouvez aussi à la Chambre de commerce. Il faut absolument ne pas séparer les sujets de l'utilisation de l'IA et du numérique en général du risque cyber, parce que il est présent et il est de plus en plus présent. Il y a même des petites IA génératives qui sont déjà en action et déjà à l'œuvre pour accompagner ceux qui sont un petit peu malveillants dans leur utilisation de ces technologies numériques. Donc il faut certainement pas se dire ça m'arrivera pas, je suis trop petit. Au contraire. Voilà. Et en fait, mais même regardez dans la presse, la plupart finalement des grosses cyberattaques dont ont été victimes un certain nombre d'organisations, les failles, elles vont se trouver parfois dans des points d'entrée, des chaînes où justement on fait appel à plein de sous-traitants, où tout le monde n'est pas briefé au même niveau, etc., etc. La faille, ça commence là. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête pour savoir que ici ou ailleurs, il y a des gens en local, à proximité, à côté de vous, vers qui vous pouvez vous tourner pour avoir l'information. Voilà, ici ou ailleurs. Tester directement différents outils qui sont dispo, pour s'entraîner un petit peu autour de la thématique
comment est-ce que je discute mieux avec une clientèle internationale qui a priori ne parle pas forcément la même langue que vous. Alors, un cas, hein, c'est bientôt des gros événements sportifs, on peut chercher peut-être un petit job, pourquoi pas, et en se disant tiens, si je me remets un peu à niveau en anglais, en espagnol, en italien, ce que vous voulez, peut-être que ça fera un petit peu la différence à l'entretien d'embauche, que sais-je. En tout cas, pour travailler un petit peu tout ça, vous avez un outil qui est disponible gratuitement, qui s'appelle Interview Warm-Up. C'est un produit proposé par Google. On a une interface texte et voix qui est en anglais aujourd'hui, mais qui fait pas mal le job. À tester, tout ce qu'on va vous proposer là, c'est des outils que vous pouvez essayer vous-même sans trop de difficultés. Après, je peux vous faire un petit début en live, mais en tout cas, sachez qu'il existe et puis ça peut être assez intéressant vraiment pour l'exercice finalement. Et même si vous voulez vous inspirer de ce qu'ils vous proposent pour par la suite faire vos propres job desk. Là, on est sur un outil qui s'appelle speedgen.io et du coup, lui, sa valeur ajoutée, c'est de faire de la synthèse vocale. En gros, vous pouvez rentrer un texte dans une langue et il vous fait de la synthèse vocale. Alors les problèmes de la synthèse vocale jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment que ça sonnait vraiment beaucoup robot voice. Là, en principe, ils ont essayé de faire des trucs un peu plus sympas. On dirait presque plus là, mais c'est vraiment. Ouais, ok. J'avais essayé pas de traduire quelque chose avec un contenu technique hyper pointu. Ça, là, il y a plus de risque d'erreur. Mais en revanche, sur la majorité des textes, franchement, voilà, hein, moi j'ai fait là pour l'exercice, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Gemini de me générer un petit truc, un petit texte pour promouvoir un restaurant périgourdin. Voilà, je lui ai dit, je voudrais 2 trucs, fais-moi quelque chose pour un post Instagram et fais-moi une déclinaison pour une newsletter. Très bien, puis ensuite, translate, et on va pouvoir traduire ça. Je sais pas, est-ce qu'on s'attend à avoir une clientèle je sais pas, il faudra rester tout à l'heure pour écouter les personnes des offices du tourisme nous dire un petit peu à quoi on va s'attendre en termes de visitorat et de nationalité. De 10 inscrits. Donc si vous souhaitez qu'on aille plus loin sur vos topics, vos problématiques, peut-être vous mettre en place des petits pipelines de traduction, et n'hésitez pas, vous flashez le code et puis vous nous envoyez un petit mot. On ouvre ces ateliers-là à partir de 10 personnes inscrites. Donc,